Salam à tous, c'est le professeur Khalef. Aujourd'hui, on va parler des diurétiques, en général, un petit peu dans le mode d'action. Comme ça, vous allez apprendre le mode d'action des diurétiques, même s'ils n'ont pas d'indication en néphrologie. On commence. Il faut savoir que les diurétiques, ils ont un rôle d'augmenter l'élimination du sodium et de l'eau par le rein. Aussi, ils donnent une négativité de la balance hydrosodée. Ils sont très intéressants en néphro pour traiter les états œdémateux et traiter l'hypertension artérielle. Ça, c'est notre néphron. Il faut savoir que la plus grosse de réabsorption se fait de l'eau et plutôt du sodium et des nutriments se font au niveau du tube proximal. La grande réabsorption d'eau, elle se fait au niveau de la branche donc descendante de l'as de LA. Un petit peu de réabsorption qui est d'environ 15% de sodium et 20% d'eau au niveau de la branche ascendante de l'as de LA. 5% de sodium au niveau du tube distal et le canal collecteur très peu, il sécrète surtout le K+, et l'H+. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique agissent au niveau du tube proximal, les diurétiques aussi, au niveau de du dernier segment du tube proximal, les diurétiques de l'anse au niveau de la branche ascendante de l'as de Henle, les thiazidiques au niveau du tube distal, les inhibiteurs du canal sodique au niveau de le dernier segment du tube, du tube distal, et les antialdostérones agissent au niveau du canal collecteur. On va parler d'anhydrase, l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique de l'acétazole. Le plus fréquent, c'est l'acétazolamide, que nous, on n'a pas l'habitude de trop prescrire. Hein. Les diurétiques osmotiques tels que le mannitol, aussi, on n'a pas l'habitude de trop de trop le prescrire. Le gold standard qu'on utilise donc très couramment en néphro, c'est le furosémide. Ainsi que le bumétamide. Il y a les diurétiques thiazidiques qu'on utilise très bien dans le syndrome néphrotique à fonction rénale normale, mais aussi chez l'hypertendu, chez les patients qui ont une HTA essentielle. Il y a les inhibiteurs du canal sodique, c'est l'amyloride et le triamtérène. Et enfin, on va parler des antialdostérones, le spironolactone, qu'on utilise aussi quand la fonction rénale est correcte. On va commencer par les diurétiques hypokaliémiants. Il faut savoir qu'ils sont tous hypokaliémiants, à part les antialdostérones. Donc, on va commencer par le premier. Bon, c'est l'acétazolamide, qui est un inhibiteur d'anhydrase carbonique. Il faut savoir qu'au niveau du tube proximal, il y a la pompe ATPase qui va faire entrer 3 molécules de sodium au niveau du pôle basal, c'est-à-dire de la circulation sanguine, et faire entrer de potassium au niveau de la cellule. Il y a une diminution de l'électropositivité au niveau de la cellule du cou. Il y a un autre cotransporteur qui va nous faire entrer le sodium et faire sortir le H+ au niveau du tubule. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tubule? C'est le bicarbonate qui vont se lier à ce H+ et vont faire du bicar. Il va transformer le bicar, c'est l'anhydrase carbonique extracellulaire qui va transformer le bicar sous forme de H2O et de CO2, lesquels ils vont rentrer à l'intérieur de la cellule, encore transformés par l'anhydrase carbonique intracellulaire, qui va nous donner de l'H2CO3. Et l'H+ sera donc, il va rentrer dans la boucle. Alors, il faut environ 3 molécules de HCO3 avec une molécule de sodium qui vont aller pénétrer à l'intérieur sanguin au niveau de l'organisme et un échange d'une molécule de HCO3 contre une rentrée de chlore. Alors, quand il y a la prescription d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique qui va inhiber cette anhydrase carbonique, alors alors, quand l'anhydrase carbonique donc, elle va être inhibée, on va avoir alors une grande quantité d'eau qui va se former au niveau tubulaire. C'est une diurèse osmotique. Du coup, il y aura le bicarbonate qui ne sera pas éliminé, donc qui ne sera pas réabsorbé, donc il sera éliminé. On aura les H+ qui vont se lier au chlore au niveau intracellulaire, au niveau de l'organisme. On aura donc une acidose métabolique hyperchlorémique.
Donc, on aura une diurèse osmotique, on aura des bicarbonates, donc, et le sodium n'est pas excrété en grande quantité. Donc, on aura une alcalose urinaire avec une acidose métabolique hyperchlorémique. L'eau, quand il va se retrouver en grande quantité, en grand débit au niveau du tube collecteur, il va échanger avec le potassium et on aura une hypokaliémie. Donc, du coup, on aura une augmentation de la diurèse, de la kaliurèse, une hypermalysurie, une augmentation des bicarbonates urinaires avec alcalose urinaire et une acidose métabolique hyperchlorémique. Le mannitol, donc le mannitol, quand il va arriver, il va rentrer au niveau de la filtration. Vous savez que le mannitol, il est hyperosmolaire, donc il va ramener avec lui une grande quantité d'eau, il va passer au niveau du filtre glomérulaire et il va passer au niveau tubulaire. Donc la grande concentration de ce mannitol au niveau tubulaire va attirer donc une grande quantité d'eau. Mais le sel va rester à l'intérieur de la cellule. Donc on aura une augmentation de la pression osmotique, mais une baisse de la natriurèse. L'eau, quand il sera augmenté, je vous ai dit, quand il y a un grand débit d'eau ou un grand débit de sodium au niveau du tube collecteur, le tube collecteur va éliminer le potassium. Donc on aura une hypokaliémie. Le furosémide avec le bumétamide, c'est le gold standard. Alors, il faut savoir que la pompe donc, qui va réabsorber à l'intérieur par le pôle apical du tubulaire vers la cellule une molécule sodium, une molécule potassium et deux molécules chlore. Le chlore, il va aller rentrer au niveau du pôle basal par un canal chlore. Le potassium va être échangé avec le chlore aussi. Et l'excédent, il va passer, donc le potassium rentre dans la cellule par le cotransporteur NK2-chlore. Il est ensuite recyclé dans la lumière tubulaire par un canal potassique, c'est le RAMC, ce qui génère un potentiel électrique transépithélial positif, responsable de quoi? De la réabsorption par cellulaire des cations, surtout divalents comme le calcium et le magnésium. Alors, du coup, le Lazilix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer ce cotransporteur NK2-chlore et il va aussi bloquer l'entrée de calcium et de magnésium. On aura alors de l'eau au niveau tubulaire, du sodium, on aura du calcium, du magnésium et du chlore. Donc on aura donc en tout et pour tout, on aura une augmentation de la natriurèse, de la diurèse, de la kaliurèse, de la chlorurie, de la calciurie et de la magnésurie. Et quand on donne des diurétiques qui sont hypokaliémiens, généralement, ils s'associent avec une hyperuricémie. Voilà. Donc, l'hydrochlortiazide, donc le troisième qui est quand même hypokaliémien, plutôt ils sont tous hypokaliémiens, hein. Donc, mais qu'on utilise généralement en néphrologie, qu'on utilise très très bien en néphrologie, il va agir comme suit. Donc, au niveau du tube contourné distal, il y a un cotransporteur NA de chlore au niveau du pôle apical pour faire entrer donc le sodium et le chlore. On a aussi une rentrée de H+ et de potassium. Alors, du coup, les diurétiques thiazidiques, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller bloquer donc ce cotransporteur. Et aussi, ils vont aller, donc ils vont donner donc, du sodium, de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont inhiber directement la réabsorption de NaCl par compétition avec le site chlore du cotransporteur. Et ils stimulent aussi indirectement la réabsorption du calcium qui va être augmentée donc, de la réabsorption donc, tubulaire proximale parallèle à celle du sodium. Leur effet, il est faible et il inhibe partiellement ainsi de 5 à 10% de la quantité de sodium filtré qui est réabsorbée. Donc, en tout et pour tout, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alors une augmentation de la natriurèse, une augmentation de la diurèse, une augmentation de la kaliurèse, une hyperchlorurie, du H+ aussi en grande quantité, et une hypercalcémie. Parce que le calcium, il rentre, il stimule la pénétration
de calcium par le biais en intracellulaire de la calcium bind line. C'est transporteur de calcium en intracellulaire dans la cellule principale du tube contourné distal. D'accord? Alors, le mode d'action de l'amyloride, qui est un inhibiteur du canal sodique, celui-là, il va aller, normalement, il y a un transporteur qui s'appelle ENaC, qui va faire pénétrer le sodium au niveau du tube contourné distal, au niveau de le dernier segment, c'est ce qu'on appelle le tube connecteur. Il va pénétrer, le sodium va pénétrer par le biais de ce transporteur. Aussi, il y aura une pénétration de H+, et de K+. Du coup, quand l'amyloride est prescrit, celui-là, il va bloquer ce canal. Du coup, on aura du sodium au niveau tubulaire, de l'eau, une diurèse, avec aussi une hypercaliurie et de l'HCl. On aura donc une augmentation de la natriurèse, de la diurèse, de la caliurèse et une hyperchlorurie. Les diurétiques hyperkaliémiens, il y en a un seul, c'est les anti-aldostérone ou le spironolactone. Ce dernier, il va agir au niveau du tube contourné par le biais de normalement l'aldostérone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va augmenter les sites, et stimuler les sites de réabsorption du sodium de ce cotransporteur ATP dépendant pour le faire pénétrer le sodium donc au niveau de l'interstitium. Donc la baisse de ce sodium en intracellulaire va activer un canal qui va réabsorber le sodium et il y aura aussi une pénétration de potassium, mais le potassium sera éliminé par un cotransporteur qui s'appelle, ou un canal plutôt, pardon, qui s'appelle RAMK. D'accord? L'anti-aldostérone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer l'action de cette aldostérone, donc il va bloquer les canaux, donc les canaux de l'ENaC et aussi le RAMK. Donc on aura une augmentation du sodium à l'extérieur au niveau du tube distal, augmentation de l'eau au niveau du tube distal, mais le potassium il va rester à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de l'organisme. Donc on aura une hyperkaliémie. Du coup, donc, il y aura une augmentation, on se résume, une augmentation de la natriurèse, une augmentation de la diurèse, une baisse de la caliurèse par blocage du RAMK avec une hyperkaliémie. Donc, c'est l'unique diurétique hyperkaliémien. Les indications du traitement diurétique, donc, ce sont généralement les états de rétention sodée, à savoir la décompensation d'hématoacétique du cirrhotique, le syndrome néphrotique et l'insuffisance cardiaque gauche avec OAP. Et surtout, donc, ce sont des diurétiques de l'anse par voie injectable. Et aussi dans l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, on donnera surtout des diurétiques de l'anse avec de la spironolactone. En ce qui concerne le syndrome néphrotique, quand on a une fonction rénale normale, on préfère les anti-aldostérones. D'accord? Pour éviter l'aggravation des œdèmes. Du coup, quand on a une diminution, on a une diminution donc une hypovolémie efficace, voilà. Le système rénine-angiotensin, l'aldostérone vont être stimulés. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'eau est enchâssée au niveau donc, de l'interstitium, il n'y a pas assez d'eau au niveau vasculaire. Donc lui, il se dit, il y a un souci, il y a une hypovolémie efficace, il va encore réabsorber. Quand on a une fonction rénale normale, on donne plutôt des spironolactone pour bloquer cette aldostérone. Sinon, quand il y a une insuffisance rénale, il répondra, bon, c'est plutôt dangereux de donner des anti-aldostérone quand il y a une insuffisance rénale, risque d'hypercalémie. Donc, on préfère quand même donner de diurétiques de l'anse. Aussi, il y a l'HTA essentiel, donc surtout des thiazidiques, qui sont très très bien prescrits. Au cours de l'hyperaldostéronisme primaire, donc non chirurgical, on donne de spironolactone. Et au cours de l'IRC, donc on préfère donner des diurétiques de l'anse, ils sont plutôt hypokaliémiens. Il y a une hyperkaliémie dans l'insuffisance rénale chronique, donc ils vont nous aider pour éliminer l'excédent de potassium. Mais on proscrit, arrivé à quand le patient est en HTA essentiel, quand il fait une néphrangosclérose donc bénigne, il est arrivé donc avec maladie rénale chronique, quand il arrive à des clairances inférieures à 30 ml minute, on arrête les thiazidiques au risque de donner une hyperkaliémie, donc on préfère donner les diurétiques de l'anse. L'hypercalcémie, donc on a deux
on a deux étiologies, ou voire même trois étiologies en néphrologie. C'est la sarcoïdose, l'atteinte rénale au cours de la sarcoïdose, donc la sarcoïdose rénale, et le myélome. Donc il y a une forte hypercalcémie, donc on utilise surtout les diurétiques de l'ANS, d'accord, avec de la corticothérapie pour diminuer cette hypercalcémie. La lithiase urinaire récidivante aussi, avec hypercalciurie idiopathique. Les diurétiques thiazidiques ils sont hypocalciurémiants. Donc ils diminuent la calciurie. Donc parce qu'il il va aller interagir au niveau de ce transporteur pour réabsorber le calcium par le calcium bind line. Le glaucome, donc c'est un inhibiteur d'anhydrase carbonique, donc c'est une utilisation plutôt en ophtalmo. Et le mannitol aussi, on l'utilise comme il va aller réabsorber, comme quand il y a l'œdème cérébral en neurologie, pour diminuer donc l'hyperpression au niveau cérébral. Alors, quels sont les effets secondaires de ces diurétiques? Donc, vous avez là un tableau à fond la caisse. Il faut savoir que selon le mécanisme d'action, ils ont des effets secondaires. Il faut savoir que la déplétion volumique est pour tous les diurétiques. L'hypokaliémie, donc c'est pour tous les hypokaliémies, tous les diurétiques, sauf pour les anti-aldostérones. Il y a l'hyperkaliémie pour les anti-aldostérones, de l'alcalose métabolique pour les hypokaliémiens, l'acidose métabolique juste pour l'acétazolamide et les épargneurs de potassium. Du coup, quand il y a une petite, pas du tout presque d'élimination de H+, ce dernier va se lier au chlore pour donner de l'acidose métabolique. L'hyponatrémie, donc surtout pour les thiazidiques, l'hyperuricémie pour l'anse de Henle, pour les diurétiques d'anse de Henle, les thiazidiques et l'anhydrase carbonique. On a une hypocalcémie pour le thiazidique, une hyperglycémie pour surtout il faut faire très attention pour les diabétiques qui risquent d'augmenter l'hyperglycémie, donc augmenter les doses d'insuline si c'est un diabète de type 1 ou de type 2 insuliné. Et on a une hypomagnésémie surtout pour les diurétiques thiazidiques, donc une hypomagnésémie avec une hypocalcémie. Il y a aussi donc un risque d'autotoxicité pour l'anse de Henle. Il faut faire très très attention chez plutôt les insuffisants rénaux. Et la gynécomastie pour les épargneurs de potassium. Les réactions d'hypersensibilité, il faut faire très attention pour tous les diurétiques pour voir s'il y a un nouveau traitement qui est le diurétique pour dire aux patients de faire très attention parce qu'il risque de donner une hypersensibilité. Donc, il faut faire très attention pour les interactions médicamenteuses. Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, les diurétiques peuvent être associés à d'autres médicaments. Donc, on peut avoir des nécroses tubulaires aiguës avec les associations médicamenteuses, donc IEC, ARA2, AINS associé à un diurétique, donc risque majoré en cas de déshydratation. D'accord? Si un patient il fait une diarrhée, des vomissements, il est sous IEC, ARA2, en plus il a des douleurs lombaires, un myélome derrière et sous diurétique, donc il risque de faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui peut s'organiser en nécrose tubulaire aiguë. Les risques de dyscaliémie, donc en cas d'association avec les antiarythmiques et les digitaliques. Une majoration donc, de néphrotoxicité, bien sûr, avec les antibiotiques. Si le patient fait une infection et il est sous diurétique, il faut faire très très attention à la néphrotoxicité. Merci donc de votre attention. Donc, je vous ai montré donc, cette slide pour dire first do no harm, veut dire presque primum non nocere, c'est-à-dire le médecin ne doit pas nuire ou peut être voilà, plus dangereux que la maladie. Il faut faire très très attention aux associations médicamenteuses. Il faut connaître le mode d'action, les indications, les contre-indications. Les diurétiques ils peuvent être donc dangereux, risque d'hyperkaliémie, risque d'hypokaliémie. Donc demander un ionogramme sanguin 3-4 jours donc après la prescription de médicaments. Il faut regarder tous les médicaments d'ordre cardiaque, etc. Donc les digitaliques, les associations, quand le malade est en... Il faut faire très très attention, il faut être vigilant. D'accord? Merci pour votre attention une deuxième fois et à la prochaine communication. Au revoir.